Et vraiment, après, il y a une anthologie à laquelle on m'a proposé de participer qui s'appelle Avenir radieux, qui était faire de la SF positive. Et pour moi, la SF positive, tout de suite, ça m'a parlé de space opéra. Parce que le prochain grand rêve de l'humanité, enfin, pour moi, c'est vraiment rêver aux étoiles. C'est partir plus haut, c'est partir plus loin, c'est pas juste sauver la planète, c'est vraiment trouver une nouvelle frontière. Ce qui me parle dans la littérature, c'est vraiment la littérature de frontières, de voyage. J'adore le roman maritime, j'adore les romans d'exploration, tout ce qui peut permettre vraiment de sortir de sa carcasse et d'aller voir beaucoup plus loin, de mettre notre petite existence en perspective par rapport à des horizons gigantesques. C'est toute la littérature qui parle de liberté, et pour ça, le space opéra, c'est juste le genre idéal. Donc merci beaucoup à Stéphanie Meco de m'avoir invité dans cette lecture. Ça me fait penser à une citation que j'avais notée, parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas la rappeler, entre autres, aux jeunes lecteurs. C'est un certain Constantin, pardonnez-moi mon russe très mauvais, Tsiolkovsky, et qui est donc, on pourrait le qualifier de père et de théoricien de l'astronautique moderne, un russe. Et il disait: la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Ça renvoie totalement à ce que vous disiez. Oui, et puis, pour une question aussi de génération, j'ai eu la chance, j'ai l'impression, de grandir dans un monde où, je sais pas, pour ceux qui sont en gros, très très trentenaires dans la salle. En tout cas, quand j'étais enfant, et même quand j'étais encore début d'adolescence, on pensait qu'aller vers les étoiles, ou au moins aller vers Mars, c'était possible. Que ça allait arriver à l'humanité quand nous, on serait adultes. Et j'ai grandi vraiment avec ce rêve-là dans la tête. Et maintenant, donc, je fais aussi de la littérature pour ados. Je croise pas mal d'ados par ailleurs, dans des choses que je fais dans ma ville et dans mon coin. Et je croise maintenant des ados, même des gens de 20 ans, qui n'ont plus ce rêve-là. Pour qui l'espace, c'est devenu inaccessible. C'est devenu, oui, bon, on ira peut-être un jour dans 200 milliers d'années, mais c'est même pas quelque chose auquel ils pensent en fait. Je croise plein de jeunes qui ne rêvent plus de devenir astronautes, qui ne rêvent plus de voir l'homme poser un pied, même plus sur Mars, a fortiori qui ne rêvent plus d'aller au-delà du système solaire. Et c'est comme si on avait coupé une partie des jeunes générations de ce rêve et qu'on avait réduit leurs horizons. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très triste. Quelque part, écrire du space opéra, c'est à ma petite manière, à ma petite mesure aussi, une tentative pour revivifier ce rêve, notamment auprès des plus jeunes générations. Et justement, quand vous parliez des lycéens, des collégiens, qui peuvent lire du roman adulte. Enfin, vraiment, ma culture de SF, je l'ai fait avant tout en lisant des romans pour adultes quand j'étais au collège et au lycée. Vraiment, c'est aussi à eux que je veux parler pour leur dire, mais si, c'est possible. C'est pas juste des univers où mettre des aventures cool, mais complètement improbables. C'est des endroits où l'humanité peut aller un jour, et il faut qu'on y croie, parce que c'est ça qui nous permettra aussi, mine de rien, de dépasser toutes nos petites guerres intestines, c'est d'être unis dans un grand rêve commun. Et il y a ça dans la SF, il y a ça dans l'astrophysique. J'ai eu la chance d'aller dans le grand observatoire du Paraná, dans le désert d'Atacama, et c'est l'endroit le plus utopique que j'ai vu. C'est-à-dire où il y a des gens qui viennent de partout, sans souci de rivalité économique, juste ils prennent les meilleurs projets scientifiques ou les projets scientifiques qui voient le plus loin, et ils mettent l'observatoire à disposition des chercheurs, qui viennent de partout, et ils travaillent à un grand rêve commun. Et il y a une ambiance que j'ai vue nulle part ailleurs, une ambiance de solidarité, une ambiance vraiment de faire ensemble, sans intérêt immédiat, sans toutes ces rivalités qui pourrissent la planète aujourd'hui. Et l'espace aussi peut nous offrir ça, une raison d'être ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important. Laurent Gelfort, est-ce que vous rebondissez sur ce que dit Estelle Faye? Je suis complètement dans ta lignée, enfin je suis totalement d'accord. Le space opéra, c'est par essence la littérature de la pluralité des mondes. Et de la pluralité des mondialités qui plus est. Et c'est marrant de voir en même temps, et c'est peut-être pour ça aussi, ce renouveau du space opéra, c'est peut-être une conséquence de la découverte des exoplanètes et du fait que jusqu'à il y a quelques années, cette pluralité des mondes, ce n'était qu'une hypothèse du travail, et maintenant c'est un fait scientifique, donc une réalité. Il y a quelque chose qui a basculé définitivement, et le space opéra, ça fait presque un siècle que la SF se balade sur les autres planètes. Et là, tout à coup, on a basculé dans le réel. Et moi, ça ne m'étonne pas que le space opéra revienne, et que finalement, le renouveau du space opéra, qui a été au début des années 90, la première exoplanète, c'était 95, je crois,
voilà, on était dans un basculement, tout comme ça me fait penser vraiment au tout début du XXe siècle, quand la relativité et la mécanique quantique sont apparues. C'est-à-dire qu'on est passé à autre chose. Et là, ça y est, on est dans la pluralité du monde. Voilà, le space op, c'est le seul genre à explorer ça de façon systématique. Loïc Henry, quand on lit Loire, votre premier roman, quand on lit Les Océans stellaires, votre second roman qui ouvre donc la collection, vous nous racontez des histoires, vous avez des personnages, y compris des personnages non humains, on ne va pas en dire trop parce qu'on ne va pas révéler évidemment les petites surprises qu'on aura au fur et à mesure de la lecture. Est-ce que quelque part, même s'il y a des scènes difficiles, même s'il y a des batailles, même s'il y a des morts, même s'il y a des affrontements, la vie n'est pas plus simple dans le futur qu'aujourd'hui, le fait d'imaginer un monde futur, est-ce que justement, pour rebondir sur ce que viennent de dire Estelle et Laurent, est-ce que justement le space opéra, la SF, en nous dépeignant, même s'ils sont parfois difficiles et compliqués des futurs, finalement, par rapport à ce qu'on voit autour de nous en ce moment, et cette morosité quand même assez générale, planétaire et en particulier française, est-ce que quelque part c'est pas aussi une littérature de l'optimisme? Ça c'est une excellente question parce que je pense que je ne suis pas forcément en phase avec la majorité de mes collègues auteurs. Il y a eu une table ronde ici dimanche où une personne qui était un scientifique justement avait une vision assez optimiste puisqu'il évoquait la situation actuelle avec une tension, on va dire, entre les deux premières puissances spatiales que sont les États-Unis et la Russie. Malgré les tensions qu'on peut avoir géopolitiques sur différents points de la planète, ils ont quand même une collaboration qui est poursuivie. Il y a toujours des Américains sur la station spatiale russe, ainsi de suite. On pourrait également citer une nouvelle que j'ai vue il y a quelques jours où finalement il y a, je ne connais plus le nom exact, mais il y a un certain nombre de pays, dont la Russie et les États-Unis, qui sont mis d'accord pour créer une réserve naturelle sur une grande partie une zone assez importante de l'Antarctique. Donc, quelque part, ça incite un peu à l'optimisme. C'est-à-dire que bon, ils sont en train, plus ou moins sur la scène ou dans les coulisses, de se friter les uns les autres, mais ils arrivent quand même sur les sujets, j'ai envie de dire long terme et d'importance, parfois à trouver des accords, que ce soit sur une zone antarctique ou sur un programme spatial. À l'inverse, moi j'avoue que je suis assez pessimiste sur l'humain en général. Alors, je suis assez optimiste sur l'individu et je suis assez pessimiste sur le groupe. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un point qu'on avait évoqué aussi dimanche dernier, mais quand on regarde d'un point de vue bidimensionnel, si vous voulez, d'un point de vue géographique et d'un point de vue historique, quelles sont les interactions dans les groupes humains ou entre groupes humains, que ce soit des nations, des peuples, des tribus, vous appelez ça comme vous voulez, que vous regardez ça maintenant, ou il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans, ou même encore plus, c'est vrai que la constante, c'est quand même une certaine forme de conflit, pour ne pas dire de guerre, d'atrocité aussi, et qu'elle est présente pas systématiquement à tout endroit, à tout moment, mais elle a quand même été présente historiquement partout. Et je pense pas qu'il y ait un moment dans l'histoire où le monde entier était en paix. Et à titre personnel, je vois pas tellement de raisons que ça change dans le futur. C'est-à-dire que je pense pas que parce que les humains ont réussi l'exploit de coloniser d'autres planètes s'ils y arrivent un jour, je pense pas que tout d'un coup, ils deviennent des anges et ils se disent « Ah, ok, c'est la collaboration qui va nous permettre d'aller plus loin ». C'est aussi un thème, sans en dévoiler trop, c'est aussi un thème des océans stellaires, justement. Je pense que le développement humain, quelque part, il s'est appuyé sur souvent une certaine forme de compétition, pour pas dire de conflit. Même si vous regardez ce qui s'est passé dans l'espace, c'est aussi une espèce de compétition entre l'Union soviétique, qui avait envoyé le premier homme dans l'espace, et les États-Unis, qui ont été les premiers à marcher sur la Lune. Alors c'est parfois un conflit relativement soft, on va dire, et puis parfois c'est un conflit qui est vraiment une guerre.